À 23h20, Soir 3. À 23h45, Ryan Philippe et Benicio del Toro enlèvent Juliette Lewis, mère porteuse d'un couple richissime. Leur exigence, une rançon. Leur chance, 1 sur 1000. Mission capitale pour les dieux de l'Olympe, ce soir sur France 3. Vous êtes sur Euronews, le journal. Victoire référendaire sans surprise du président autocrate bélarusse qui peut ainsi briguer un 3e mandat. Le 3e Forum social européen s'achève par une manifestation anti-guerre alors que Londres doit justifier sa politique en Irak. Les ministres de l'Intérieur du G5 s'accordent à Florence sur la lutte contre le terrorisme mais pas sur l'immigration. Enfin sport, résumé des principaux matchs européens de football du week-end. Victoire référendaire sans surprise pour Alexandre Loukachenko, considéré en Occident comme le dernier autocrate du continent européen. À la question, la Constitution peut-elle être modifiée pour permettre à l'actuel président du Bélarus de briguer un 3e mandat? Plus de 77% des inscrits auraient répondu oui. C'est en tout cas le résultat annoncé par la commission électorale pro-gouvernementale qui précise que 90% des inscrits se seraient prononcés. Un résultat controversé puisque le sondage réalisé par une organisation indépendante à la sortie des urnes estimait que seuls 48% des inscrits s'étaient exprimés. Or, Loukachenko a besoin de 51% de participation pour valider sa victoire. Distribuant des tracts où l'on peut lire « Nous luttons contre la dictature », des membres de l'opposition ont dénoncé le climat de peur dans lequel s'est déroulé ce scrutin. Interdit de séjour dans l'Union européenne, isolé au plan international, Loukachenko conserve malgré tout le soutien d'une grande partie de sa population, notamment au sein des couches rurales. Garant de la stabilité du Bélarus pour certains, il a permis à son peuple d'échapper, pour le moment, aux désordres politiques et économiques qui secouent la plupart des autres anciennes républiques soviétiques. Le 3e Forum social européen s'est achevé par une manifestation réunissant plusieurs milliers de personnes dans les rues de Londres. Entre 50 et 15 000 manifestants, selon les sources, ont une nouvelle fois réclamé la fin de l'occupation de l'Irak par les troupes de la coalition. Un défilé qui s'est terminé dans une ambiance plutôt bon enfant. Kofi Annan, lui, était en Irlande et il a été interrogé sur la situation dans le monde et sa vision est bien différente de celle du président des États-Unis. Je ne peux pas dire que le monde soit plus sûr lorsque l'on tient compte de la violence qui nous entoure. Lorsque vous regardez autour de vous et que vous voyez des attaques terroristes partout dans le monde et ce qui se passe en Irak, non, je ne peux pas dire que le monde soit plus sûr. Quant au gouvernement de Tony Blair, il s'apprête à être de nouveau la cible d'attaques tous azimuts. Le ministre de la Défense doit s'adresser au Parlement aujourd'hui. Jeff Hoon devrait confirmer que Washington a bien demandé à Londres de redéployer certains de ses soldats en Irak. Selon la presse, 750 militaires pourraient quitter le sud de l'Irak pour Bagdad afin d'y remplacer des soldats américains. Falloujah assiégée. Cette ville du triangle sunnite irakien bombardée depuis plusieurs semaines par l'armée américaine est en ruine. Le premier ministre irakien Iyad Allaoui a pour sa part menacé la population d'une opération d'envergure si elle ne remet pas les rebelles aux autorités. Une guérilla sunnite toujours aux prises avec les Marines à la périphérie de la ville au 4e jour du Ramadan. L'objectif de Washington, capturer l'islamiste Abu Moussad al-Zarqawi qui se serait retranché à Falloujah. Ce Jordanien, leader du groupe Tawhid wal Jihad, Unicité et Guerre Sainte, aurait prêté officiellement allégeance à Oussama Ben Laden dans un communiqué diffusé hier sur Internet. La capitale, Bagdad, n'est pas épargnée par les attentats. Dans la nuit, une voiture piégée a fait au moins 7 morts et plus d'une vingtaine de blessés devant un café. Dans le quartier populaire de Sadr City, un tir d'obus de mortier a fait 2 morts et 6 blessés hier. Cette attaque visait le stade dans lequel les fidèles du leader radical chiite Moqtada Sadr sont censés rendre leurs armes jusqu'à mardi soir. Mais seule une centaine de miliciens sont venus déposer quelques fusils trop usés. La rencontre
a duré 2 heures et elle a été particulièrement tendue. Les colons qui ont rencontré hier Ariel Sharon dans son bureau à Jérusalem se sont séparés sur des positions irréconciliables, selon les dires de certains. Les colons ont une nouvelle fois affirmé leur opposition au plan de retrait de la bande de Gaza voulu par le Premier ministre israélien. Shaul Goldstein, vice-président de l'instance dirigeante des colons, est sorti très dépité. Très déçu, vraiment très déçu. Je suis venu en personne pour écouter et pour dire ce que je ressens au fond de moi, pour dire ce que je vais faire pour les gens, expliquer les arguments que j'ai contre ce plan. Mais il ne nous a pas écoutés. Il est très déterminé à poursuivre son plan et nous pensons que ce sont de mauvaises nouvelles pour Israël. Selon ce plan, l'État hébreu prévoit de démanteler les 21 colonies de la bande de Gaza plus 4 en Cisjordanie. Mais depuis que ce projet a été adopté en juin par son cabinet, Ariel Sharon est privé de majorité au Parlement. Raison pour laquelle les colons réclament la tenue d'un référendum au Parlement. Les députés de son propre parti, le Likoud, eux aussi fortement opposés à ce plan de retrait, examinent aujourd'hui un projet de loi sur la tenue ou non d'un référendum. Toutefois, en vertu du jeu des alliances avec les travaillistes, son plan devrait rallier les voix nécessaires pour être adopté, ce que réclament ces manifestants. C'est aujourd'hui que s'achève à Florence le sommet réunissant 5 ministres européens de l'Intérieur. S'ils sont tous d'accord sur la lutte contre le terrorisme, en revanche, ils sont loin de l'être sur le projet germano-italien de créer des centres d'accueil en Afrique du Nord. Les ministres italiens Giuseppe Pisanu et allemands Otto Schily ont maintenu leur proposition de créer des guichets européens de l'immigration en Afrique du Nord. Selon eux, cela permettrait de filtrer les personnes qui veulent entrer en Europe. Pas question, rétorquent la France et l'Espagne, ces camps auraient des effets pervers comme d'éventuels recrutements terroristes, des dérives mafieuses ou encore des trafics dont les premières victimes seraient ces populations défavorisées. Autre question soulevée, qui gérerait ces centres et comment être sûr que les clandestins seraient bien traités et leurs droits respectés? Quant à la Grande-Bretagne, elle n'a pas fait clairement connaître sa position. Ce G5 a été ponctué de manifestations. Quelques centaines de personnes ont distribué des tracts et défilé avec des banderoles pour clamer leur hostilité au racisme et à ce sommet. C'est sous la protection d'un important dispositif policier que Michel Fourniret et son épouse sont arrivés à Namur. La justice belge tente de reconstituer le parcours meurtrier du pédophile. Première étape d'une série de reconstitutions, le rapt de la jeune Elisabeth Brichet en décembre 1989. Michel Fourniret, qui n'a pas quitté le véhicule de police, a confirmé le scénario de l'enlèvement et la thèse de la préméditation. Une jeune fille a pris la place d'Elisabeth, tandis qu'un policier au volant d'une vieille voiture jouait le rôle du pédophile. Après avoir repéré la fillette, Michel Fourniret l'aurait abordée en prétextant être à la recherche d'un médecin pour son fils malade et l'aurait ainsi convaincu de monter dans son véhicule. Elisabeth Brichet avait 12 ans au moment de son enlèvement. Le pédophile aurait abusé d'elle à plusieurs reprises avant de s'en débarrasser. Son corps avait été découvert au mois de juillet lors de fouilles menées au château du Sautou dans les Ardennes françaises. Le pédophile a pour le moment reconnu 9 meurtres perpétrés en France et en Belgique, dont 7 commis sur des jeunes filles. En bref, 5 pays africains se prononcent contre toute intervention étrangère au Darfour. Les dirigeants nigériens, égyptiens, soudanais, tchadiens et libyens, réunis cette nuit à Tripoli, ont estimé que cette question devait être réglée par l'Union africaine, actuellement présidée par le Nigeria. La crise du Darfour, région de l'Ouest soudanais, a fait plus de 50 000 victimes en moins de 2 ans. La plus haute des tours du Venezuela en proie aux flammes. Un incendie s'est déclaré hier à Caracas dans ce gratte-ciel de 56 étages. Les 20 derniers étages ont été réduits en cendres, mais il n'y a pas de victimes et l'édifice ne s'est pas effondré. On ne connaît pas pour l'heure les causes de l'incendie qui a par ailleurs été maîtrisé. Fin d'un incident gastronomique entre la France et les États-Unis. Washington a décidé de lever son embargo sur les produits à base de charcuterie et le foie gras français. En février dernier, l'administration américaine avait décidé de suspendre ses importations officiellement pour raisons sanitaires à la suite d'une visite vétérinaire en France.
Shave Cool Skin. Si vous pouvez vous doucher, vous pouvez vous raser. Lorsque vous regardez la télévision, votre œil ne se contente pas de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il voit aussi ce qu'il y a de ce côté-là et de ce côté-là. C'est votre vision globale. Désormais, il existe un téléviseur parfaitement adapté à votre champ de vision. La télévision comme vous ne l'avez jamais vue, une expérience visuelle extraordinaire. Découvrez le nouveau Flat TV Philips Ambilight. Ici et là. Le lecteur enregistreur DVD-R Philips enregistre et mémorise jusqu'à 130 heures de programme. Enregistrer devient aussi simple que de zapper de chaîne en chaîne. Au fait, pas de foot mardi soir, hein? On dîne chez les voisins à 8h. Ah, si seulement tout pouvait être aussi simple. Les enfants... Avec qui vous voulez. Kia est prêt. Et vous ? Et tout de suite, un tour d'horizon des principaux titres de la presse européenne. À la une du quotidien russe Vremya Novosti, une photo d'Alexandre Loukachenko. Le président du Bélarus va pouvoir briguer un 3e mandat après un succès sans surprise lors du référendum qu'il avait organisé. The Guardian revient sur l'allocution que doit faire aujourd'hui le ministre britannique de la Défense au Parlement. Jeff Huhn devrait détailler la requête américaine concernant le redéploiement de soldats britanniques en Irak. La bataille de Falloujah dans sa phase finale selon la Repubblica. Le quotidien italien souligne que l'objectif est la capture du terroriste Zarqawi, tandis que Franco Frattini est parti aux États-Unis pour rencontrer Colin Powell. À la une d'El País, cette révélation, l'ancien ministre de l'Intérieur espagnol n'a pas voulu entendre les demandes des services secrets pour arrêter le chef du groupe qui a commis les attentats du 11 mars. Pour Libération, le Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin fait marche arrière face aux syndicats et à l'opposition. Il modifie l'avant-projet de loi qui redéfinissait les licenciements et le droit de grève. Frankfurter Rundschau revient sur l'affaire qui secoue le parti politique de la CDU pour savoir s'il y a complot ou non contre la chef du parti. La photo à côté concerne Opel et la grève sur le site de Borum. Enfin, sous un dessin caricaturant le roi et le Premier ministre, le quotidien belge Le Soir énumère tous les sujets de conflit entre Wallons et Flamands. Déjà plus de droit à l'erreur pour Mancini et l'Inter. 9e avant d'accueillir l'Udinese, les Nerazzurri doivent absolument l'emporter. Heureusement, le club lombard possède son phénoméno, Adriano, digne successeur de Ronaldo. 7e minute, le Brésilien frappe un coup franc à 35 mètres du but de De Sanctis. Une puissance inouïe, l'Inter mène 1-0. 5 minutes plus tard, encore plus fort, Adriano s'empare du ballon devant sa propre surface. S'ensuit un slalom sans fin, là aussi mené à une vitesse supersonique. Un but fabuleux qui rappelle les exploits du Ronaldo de Barcelone. À peine 12 minutes de jeu et Adriano a lui tout seul affolé Spalletti et ses joueurs. Sur une autre planète, avant la pause, l'Inter va pourtant retomber dans ses travers dès le début de la seconde période. Bien servi par Pinzi, Maori se joue de la défense milanaise et trompe Fontana. Le public de San Siro n'a pas le temps de trembler. À l'heure de jeu, Adriano se mue en passeur et Christian Vieri retrouve le chemin des filets, 6 mois après son dernier but en Serie A. Toujours en Italie, victoire du Milan à Cagliari 1-0. Le Chievo s'impose sur le terrain de la Lazio. Samedi, la Juve et la Roma s'étaient imposés. La vieille dame toujours leader de Serie A. La Liga espagnole et le champion Valence s'incline à domicile devant Séville 2-1. Un but de Torres et l'Atlético domine Santander. Match nul de Villarreal à Majorque. Villarreal qui ne pourra plus compter sur Sonny Anderson. Transféré dimanche à Al Rayyan au Qatar, le club des Frères de Bourg.
Benny McCarthy crucifie Benfica, un but du Sud-Africain et le FC Porto remporte le grand classique portugais au Stadio da Luz. A noter les larges succès de Boa Vista et Belenenses. Au classement, Benfica ne possède plus qu'une longueur d'avance sur Porto. Un seul match dimanche au programme de la 9e journée de Premier League, match nul entre Charlton et Newcastle. Arsenal compte 5 points d'avance sur Chelsea battu à Manchester City. Lundi, dernier match de cette 9e journée entre Portsmouth et le Tottenham de Jacques Santini. Choc des palmarès en Ligue 1, Marseille, 8 titres de champion de France, accueille Saint-Etienne 10 fois sacré. Au final, un match moyen que les Stéphanois auraient dû remporter. Dès la 16e minute de jeu, Pascal Fendouno anticipe une sortie hasardeuse de Barthez et ouvre le score. Pas de changement au tableau d'affichage. Marseille obtient 6 minutes d'arrêt de jeu à la surprise générale. L'Espagnol Coquet en profite pour arracher l'égalisation à la 94e. Les Stéphanois verts de rage perdent de nouveau 3 points, pourtant à leur portée. En Allemagne, coup d'arrêt pour Wolfsburg. Le club surprise de ce début de saison laisse sa place de leader à Stuttgart. Hanovre, qui s'est nettement imposé 3-0, remonte à une jolie 8e place. Enfin, toujours dimanche, Mönchengladbach enfonce Kaiserslautern grâce à un doublé d'Oliver Neuville, meilleur buteur de la Bundesliga. Suite et fin de la 8e journée du championnat des Pays-Bas, le Feyenoord rejoint le PSV en tête grâce à sa victoire sur le terrain de Roda. Des buts de Dirk Kuyt et Salomon Kalou. Samedi, l'Ajax s'était lourdement incliné à domicile, la première défaite de la saison pour les hommes de Ronald Koeman. Le FC Bruges conforte sa place de leader en Belgique, une victoire 2-0 à Lokeren. Large succès du cercle, l'autre club brugeois devant Saint-Tron 5-1, dont un triplé de Pivaljevic. Au classement, toujours 2 points entre Bruges et Anderlecht. Il restait 2 rencontres à disputer dimanche en Suisse, match nul entre Saint-Gall et Schaffhaus et nouvelle défaite des Grasshoppers à domicile devant les Young Boys, un but de Melunovic. Au classement, Bâle est toujours leader devant Thun, les Young Boys et le FC Zurich. Suite et fin de la 26e journée en Russie, le carton du jour pour le Saturn Ramenskoï, tombeur 5-1 de l'Alanya, désormais orphelin de Roland Courbis. Match nul en revanche du Spartak à Yaroslav malgré le 10e but de Pavlyuchenko. À 4 journées de la fin, 3 équipes peuvent toujours prétendre au titre 2004. Restera dans les annales, bien évidemment, avant que... Voilà! Sébastien Loeb, champion du monde des rallyes en beauté. Deuxième du Tour de Corse derrière Marco Mertin, le Français est assuré de terminer la saison devant le tenant du titre Peter Solberg. Il aura fallu attendre 12 ans, 12 saisons de rallye pour voir un pilote français succéder à Didier Auriol. Coup de chapeau également à Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb. Marco Mertin lui remporte sur l'île de Beauté son 2e rallye de la saison après s'être imposé au Mexique en mars dernier. L'Estonien met fin à la série de 3 succès consécutifs de Peter Solberg. Il tentera la passe de 3 lors du dernier rendez-vous de la saison en Espagne. Le classement final du Tour de Corse, Carlos Sainz complète le podium devant Grenoble et Zollberg. 6e place pour le Français Sarrazin, 7e pour le Belge Freddy Loy. Le champion du monde Zollberg vice-champion, seule la lutte pour la 3e place mondiale se poursuivra en Espagne. Marco Mertin reste menacé par Carlos Sainz. Enfin, autre titre mondial décerné ce week-end, le 2e consécutif chez les constructeurs pour Citroën. Premier trophée dans la carrière de Feliciano Lopez. Le jeune espagnol, 23 ans, remporte le tournoi de Vienne après une finale longue, très longue. 3h35 lui ont été nécessaires pour se débarrasser de l'Argentin Guillermo Cañas, grand habitué des finales ATP. Bien rentré dans le match, Lopez a logiquement remporté le premier set 6-4 avant d'être balayé 6-1 dans la seconde manche. À nouveau devant Cañas après s'être adjugé le 3e set 7-5. Lopez a de nouveau concédé la 4e manche.
Finalement, il s'impose à l'issue d'un 5e set interminable, un match rageur qui pourrait lui permettre de disputer en décembre la finale de la Coupe Davis. Lopez. Amsterdam sous la pluie. Hier, la 29e édition de son marathon. Des milliers de participants avaient répondu présents malgré ces conditions difficiles. Parmi eux, William Kipsang, le tenant du titre, mais surtout Robert Cheboror. Deuxième à Boston au printemps dernier, une référence, Cheboror s'est baladé dans les rues amsteldamoises. Finalement, il s'impose largement, améliorant même le record du parcours en 2 heures 6 minutes et 21 secondes. Kipsang se classe deuxième, le Français Laroussi complète le podium. Tout de suite, un rappel des principaux titres de la matinée. Victoire référendaire sans surprise du président autocrate belarusse qui peut ainsi briguer un 3e mandat, un scrutin très controversé par les observateurs qui dénoncent fraudes et pressions. Le 3e Forum social européen s'achève par une manifestation anti-guerre alors que Londres doit justifier sa politique en Irak. Le ministre de la Défense doit s'exprimer sur l'éventuel redéploiement de ses troupes. Les ministres de l'Intérieur du G5 s'accordent à Florence sur la lutte contre le terrorisme, mais pas sur l'immigration. Le projet germano-italien de créer des centres d'accueil africains ne fait pas l'unanimité. Economia vous est présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. À présent, l'évolution des marchés internationaux. D'abord, l'évolution boursière des 7 derniers jours. Maintenant, les derniers taux de change. Pour finir, les prix des principales matières premières. Economia vous a été présenté par Europage, l'annuaire européen des affaires. L'actualité des sciences et des technologies, c'est tout de suite dans High Tech. Il y a tout juste 400 ans, en 1604, les astronomes de l'époque, et notamment le célèbre Johannes Kepler, qui découvrit les lois du mouvement des planètes, furent très étonnés par l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile au sein de la constellation du Scorpion. On a longtemps cru à la naissance d'une nouvelle étoile, mais les scientifiques aujourd'hui savent désormais, grâce à des moyens d'observation très puissants, qu'il s'agit d'une supernova, une étoile massive qui a explosé et qui se répand dans l'univers. Lorsque l'on observe sur les 3 niveaux d'onde longue avec Hubble pour ce qui est visible à l'œil, Spitzer pour les infrarouges et Chandra pour les rayons X, on a une très bonne compréhension du processus et qui permet par recoupement de voir comment une supernova va affecter son environnement galactique. Les images combinées en provenance de 3 observatoires différents permettent de révéler un nuage de gaz et de poussière. Un amas composite qui se trouve à pas moins de 14 années-lumière et qui se répand dans l'univers à une vitesse de 6 millions de kilomètres à l'heure. Les observations sur chaque télescope distinguent des caractéristiques différentes de la supernova, un amas notamment riche en fer. Au-delà, l'analyse de ces éléments projetés dans l'espace par l'explosion permet aux scientifiques de mieux comprendre l'évolution chimique de la Voie lactée. Les supernovas sont essentielles à l'évolution d'une galaxie comme la nôtre. Elles flottent dans l'univers avec des éléments lourds comme le fer, le nickel, l'oxygène, le cobalt. Ce sont ces éléments qui rentrent dans les systèmes des planètes et deviennent le terreau de la vie.
Kepler a observé l'explosion de la supernova avant même que le télescope soit inventé. Il ne pouvait se douter qu'aujourd'hui on continue encore à observer cette explosion et en apprendre tant sur l'univers et nos origines. Retrouvez toutes ces informations sur euronews.net. À l'ère de l'économie en réseau, vous travaillez en équipe. Vos transactions sont instantanées et protégées. Vos données sont stockées en toute sécurité. Vous êtes au cœur de l'action. Une entreprise a intégré les technologies de l'information les plus pointues à son réseau. Cette entreprise s'appelle BT. Découvrez nos services. BT, more power to you. British Airways pour que voyager soit un art. Euronews, une vue européenne de l'actualité mondiale. Vous écoutez Euronews en français, mais savez-vous que nous diffusons également en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais et russe. Euronews est rapide, fiable et totalement indépendant. La politique, les sports, l'économie et la culture. C'est ici, sur Euronews. Omnipotenteus, admissimus nostris, reducador ad vitam aeterna. hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Secret de cuisine.